Bonsoir. J'ai une bonne nouvelle pour vous. En fait, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française. Regardez, 50 milliards de contrats passés par Airbus. C'est pas fantastique, ça. Surtout qu'un Airbus, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la merveille de technologie que ça représente. Je ne sais pas combien de tonnes de micro-composants électroniques il y a là-dedans, mais ça vous emmène 150 personnes à l'autre bout de la planète, assis dans un fauteuil, en sirotant une coupe de champagne. On a beau dire ce qu'on voudra, c'est quand même une des plus belles preuves du génie humain. Alors vous savez sur Internet comment ça se passe, on surfe, on clique et puis on tombe sur d'autres informations comme celle-ci. 15 000 scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur la hausse des températures à cause du réchauffement climatique, la fonte des calottes glaciaires, l'élévation du niveau des océans, 6 ou 7 mètres à l'horizon 2100, l'exode de centaines de millions de migrants, une catastrophe planétaire dont nous sommes responsables. On dira ce qu'on voudra, c'est une des plus belles preuves de la stupidité humaine. Attendez, j'avais pas dit génie humain juste avant, là? Ou stupidité? Et puis surtout, si on réfléchit 2 secondes, c'est peut-être la magnifique preuve du génie humain qui est en grande partie responsable de l'énorme bêtise qu'on est en train de préparer. Il y a une contradiction, non? Mais moi, ça m'intéresse. En tant que neurobiologiste, je me dis qu'il y a peut-être un début de solution dans notre cerveau. Alors si on regardait comment ça fonctionne, un cerveau, vous avez toute la partie extérieure, plissée, du cerveau qui s'appelle le cortex. Le cortex, ça fait de l'intelligence, ça fait des Airbus. Mais juste en dessous, tapis au milieu, là, le petit animal rouge, ce n'est pas un alien, ça s'appelle le striatum. Et alors, comme c'est au milieu, ça c'est une règle générale dans le cerveau, plus c'est au milieu, plus c'est ancien, c'est-à-dire que ça existait déjà il y a des millions d'années. Ce striatum, lui, il ne fait pas de l'intelligence. Non, 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 non. Il fait de l'émotion brute, il fait surtout du plaisir. Voilà. Avec une molécule dont Michel vient de parler, la dopamine. C'est un plaisir chimique. Alors, il y a une chose qui est fantastique aujourd'hui avec les neurosciences, c'est que grâce à l'IRM, vous savez, ces grands scanners, on peut savoir maintenant précisément dans quelles conditions ce striatum nous donne du plaisir. Et la première, je ne sais pas si vous y auriez pensé, c'est quand on arrive à accumuler un maximum d'informations autour de nous. Et ça se comprend. Ça se comprend si on se rappelle que ce striatum existe depuis très 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 longtemps, quand on était des hommes préhistoriques dans la savane. Parce qu'à cette époque-là, trouver de l'information, que ce soit une brindille cassée, une empreinte de pas d'animal dans la boue séchée, ou une paire d'yeux derrière un buisson, ça pouvait vouloir dire la survie ou la mort. Dans le premier cas, un gibier à manger, dans le deuxième cas, être un gibier et se faire manger. Donc, à chaque fois que vous trouviez une petite information dans ce milieu naturel, même infime, votre striatum vous récompensait avec un shoot de dopamine. Alors, l'information, c'est très bien, mais à quoi ça sert? Eh bien, vous avez compris déjà à trouver à manger le gibier, là. Mais une fois qu'on l'a trouvé, vous aviez tout intérêt à cette époque-là à le dévorer entièrement, à ne pas en laisser une seule miette, à vous comporter comme un goinfre, à faire une véritable orgie parce que vous n'étiez pas sûr de retrouver un autre gibier semblable avant quelques semaines, avant quelques mois. Donc il fallait faire le plein. Donc à chaque fois que vous vous comportiez comme un goinfre, eh bien, votre striatum vous récompensait avec un shoot de dopamine. Alors manger, c'est très bien, pour la survie à court terme. Mais pour la survie à long terme, vous savez ce qu'il faut? Il faut transmettre ses gènes. Alors pour ça, il y a quelque chose de très sympa, ça s'appelle le sexe. Et alors là, effectivement, depuis l'aube des temps, plus vous avez de partenaires sexuels, plus vous transmettez vos gènes. Donc, à l'époque, quand on vivait dans la savane, plus vous avez de relations sexuelles, plus votre striatum vous récompensez avec de la dopamine. Alors, ce serait merveilleux s'il n'y avait pas la compétition pour la sélection naturelle. Alors, vous savez comment ça marche? Il faut toujours trouver un moyen de faire un peu mieux que le voisin. Et une façon d'y arriver, c'est de minimiser ses dépenses d'énergie. Parce que la vie, depuis qu'elle existe dans les océans du Précambrien, il y a 500 millions d'années, a toujours fonctionné sur ce mode. Il faut limiter les dépenses d'énergie dans un milieu hostile. Donc, à chaque fois que vous pouviez manger et copuler en faisant le moins d'efforts possible, votre striatum vous récompensait avec un shoot de dopamine. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est que si vous arriviez à faire tout ça en étant le chef, alors là, c'était le gros lot, parce que ça voulait dire plus de nourriture, plus de partenaires sexuels, plus de farniente, et donc là, votre striatum vous récompensait, mais alors avec un énorme shoot de dopamine. Donc,
ça pousse évidemment à vouloir s'élever toujours un petit peu au-dessus des autres. Alors qu'est-ce qu'on a entre les mains là avec ce striatum? On a en fait une fantastique machine à survie, totalement rodée, très robuste, qui existe depuis l'aube des temps et qui nous a accompagnés jusqu'ici. Ça fonctionne à merveille, c'est presque mieux qu'un Airbus. Donc où est le problème? Le problème, c'est qu'il ne vous aura pas échappé que nous ne vivons plus dans la savane. Autrement dit, si je reprends par exemple le premier élément que je citais, la recherche d'informations, alors quand on vivait dans la savane, effectivement, le striatum était devenu très sensible à la moindre variation dans l'environnement, parce que la savane est un milieu pauvre en informations. Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus dans la savane, nous vivons dans un monde saturé d'informations. Regardez les écrans publicitaires, regardez quand vous êtes au travail, votre écran d'ordinateur, des bannières publicitaires, des pop-up, des alertes email en bas à droite, puis le téléphone qui sonne, les notifications, puis les fils d'infos continuent, on ne sait plus où donner de la tête. Et comme notre striatum a été forgé pour en chercher toujours plus, il ne sait plus s'arrêter. Et donc on passe son temps, vous pouvez regarder vos voisins dans le métro, dans le transport, à scroller, c'est le terme, ça veut dire manger de l'information en boucle, ou alors regarder les chaînes d'information continues. Et tout ça, ça fait fonctionner l'industrie du numérique, qui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, représente l'équivalent du transport aérien, donc de nos braves Airbus. Et ça, on n'y pense pas toujours. Donc merci, petit striatum. Le deuxième effet, la recherche de nourriture. Effectivement, vous étiez dans la savane, vous tombiez sur une antilope. Votre striatum disait « Prends tout de suite tout ce que tu peux dévorer, là, maintenant, tu ne sais pas si tu auras demain. » Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus dans la savane. Nous vivons dans une société de pléthore alimentaire. Il suffit de cliquer pour avoir à manger. Il suffit de descendre dans la rue, en moins de 10 minutes, vous pouvez tomber sur un bon gros hamburger bien gras, bien dégoulinant. Et le striatum, qui n'a pas été forgé pour s'auto-limiter, dévore. Et nous sommes maintenant 13% d'obèses à la surface de la planète. L'OMS nous dit qu'on meurt plus de suralimentation que de la faim dans le monde. Et c'est au prix d'une agriculture intensive, de pesticides, de gaz à effet de serre qui dégagent de partout, et ça, on n'y pense pas toujours devant son hamburger. Et puis, juste après, le sexe. Alors, quand on vivait dans la savane, je sais que c'est une idée fixe, je suis désolé, mais quand on voulait avoir du sexe à l'époque, il fallait se lever de bonne heure. C'est-à-dire que le partenaire sexuel, il fallait aller le chercher derrière la montagne, là, puis peut-être qu'il fallait se friter avec le chef de tribu en plus, et puis peut-être avec les rivaux. Et donc, il fallait vraiment être un mort de faim au niveau sexe pour survivre. Et maintenant, vous déplacez ce mort de faim sexuel aujourd'hui et vous le mettez face à des sites de rencontres, clic, 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 des sites de pornographie, clic, 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 et ça donne le chiffre qu'on connaît aujourd'hui, 136 milliards de vidéos pornographiques visionnées à l'année par l'humanité. C'est 35% du trafic Internet, et c'est de nouveau des serveurs qui tournent et de l'énergie qui se dissipe dans l'atmosphère, simplement pour un petit instinct débridé. Alors, notre désir de moindre effort, dont je parlais tout à l'heure, alors, si vous vouliez du confort à l'époque préhistorique, tout ce que vous pouviez avoir de mieux, c'était peut-être une fourrure. Alors, il fallait quand même aller se faire un ours au pieu, quoi. Donc, et tanner la fourrure, et puis là, vous aviez un peu de confort. Et puis aujourd'hui, tout est fait pour ça, et on ne sait pas s'arrêter. C'est évidemment le numérique, voilà, les plats qu'on peut commander à distance, c'est les assistants vocaux. On n'a même plus besoin de se lever de son canapé pour commander des sushis. C'est les berlines confortables, l'ameublement, l'électroménager, tout ça, ça fait sortir des ressources naturelles de la Terre qui aujourd'hui est au bord de l'épuisement. Et puis notre désir de statut social, s'élever au-dessus des autres. Facebook, Instagram, 3 milliards d'utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée? Clic, 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 pour ramasser un peu plus de likes que le voisin, un peu plus de statut social, puis on met sa plus belle photo. Et puis les arguments pour vendre des automobiles aujourd'hui, dans les publicités, vous verrez, le grand argument, c'est l'arme fatale, c'est l'auto suréquipée. Parce que suréquipé, ça veut dire qu'on peut peut-être aller grappiller une petite option en plus que le voisin, ou alors le SUV qui permet d'être un peu plus haut que le voisin. Donc merci à notre striatum de nous emmener droit dans le mur. Bon, maintenant qu'on sait ça, on peut se dire on va satisfaire ses besoins ancestraux avec modération. Ça ne marche pas comme ça, non. Il ne s'avoue pas si vaincu, cette petite bestiole. On a découvert il y a quelques années que les cellules nerveuses qui libèrent la dopamine, qui nous donnent du plaisir, si vous leur donnez tous les jours la même quantité de stimulation, elles finissent par fermer le robinet à dopamine. Fini. Frustration, ennui, lassitude. Et le seul moyen de relancer la production de dopamine,
c'est d'augmenter les doses. Autrement dit, nous sommes habités par un principe de croissance neuronale, biochimique, qui nous habite depuis très longtemps, qui se répercute dans le dogme de la croissance économique, ce qui donne une indication de la difficulté que nous aurons à en sortir. Alors on peut se dire, maintenant on voit l'horizon qui s'avance. Dans 30 ans, la catastrophe. Les marches pour le climat nous le disent. Donc on va réagir. Ça marcherait, oui, si notre striatum était sensible à la profondeur du temps. Le problème, c'est que les neurones à dopamine ne s'allument que quand on leur donne un plaisir tout de suite, maintenant. Voilà. D'où l'instantanéité de nos modes de consommation. Si vous promettez une récompense dans 1 an, 10 ans, 20 ans, aucune décharge neuronale en termes de dopamine. Notre striatum est aveugle au temps et c'est ce qui fait qu'on est absolument incapable de sentir l'urgence et qu'on continue business as usual, comme on dit. Donc, à ce stade, nous sommes avec un cerveau qui a été, pendant des millions d'années, notre meilleur allié et qui aujourd'hui est devenu notre pire ennemi. Il est en train de creuser notre tombe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Moi, je vous le dis tout de suite, il y a des gens qui me disent il n'y a qu'à enlever le striatum. Non, parce qu'on ne peut pas vivre sans dopamine et sans plaisir. Essayez, vous verrez, c'est encore pire après. Il y a des effets rebonds, après on se lâche, c'est carrément la débauche. Non, il faut obtenir de la dopamine par d'autres moyens. Et il y a 3 pistes. La première, c'est obtenir de la dopamine avec moins de stimulation. Vous allez me dire, c'est contradictoire avec ce que je viens de dire. Pas forcément si on remet le cortex dans la boucle. Moi, je me souviens d'une histoire que m'a racontée Christophe André, qui est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, avec qui on collabore au journal, et qui me racontait comment il prenait en charge parfois des groupes de personnes qui sont dans une situation d'alimentation compulsive, problème de poids justement. Et il me parlait d'une expérience qui s'appelle l'expérience du grain de raisin. C'est-à-dire que vous allez acheter des raisins secs comme au supermarché dans un sachet, et puis vous dites au patient, maintenant prenez un grain de raisin et au lieu de le manger, de l'enfourner comme vous faites d'habitude devant votre télé, regardez-le quelques instants, observez-le à la lumière du couchant, regardez ses jolis et délicats replis, puis humez son parfum un petit peu acidulé, prenez le temps, 1 minute, 2 minutes, puis mettez-le dans la bouche et faites-le passer autour de votre langue. Et pendant tout ce temps, ce sont des stimulations qui sont recueillies par notre cortex, par notre striatum, qui libère de la dopamine et qui a du plaisir. Et ça peut durer comme ça pendant 1/4 d'heure avec un grain de raisin. Je ne blague pas, essayez. Et bien souvent, les gens vous disent « j'ai l'impression d'avoir fait presque un petit repas ». L'avantage, c'est qu'en 1/4 d'heure, il y a déjà des mécanismes de satiété qui peuvent s'installer. Et puis, on a vraiment fait beaucoup de sensations avec peu de choses. Donc, c'est une voie à développer par la discipline. Il faut y penser. C'est le petit geste qu'on peut faire pour notre environnement tous les jours, mais qui, cumulé sur des milliards d'individus, pourrait faire énormément. La deuxième piste, c'est de se dire qu'on va obtenir de la dopamine, non pas en accumulant pour soi toujours plus de stimulation, mais peut-être en partageant, par l'altruisme. Alors vous allez me dire, c'est des idées en l'air, mais il y a une expérience qui a eu lieu il y a 2 ans à l'université de Zurich qui a montré que ça pouvait être le cas. On donnait à des participants une somme d'argent en leur disant « vous pouvez garder l'argent pour vous, si vous voulez, ou le partager avec un inconnu que vous ne verrez jamais ». Alors, on a constaté une différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les hommes gardaient l'argent. Ouais. Et dans l'IRM, leur striatum s'activait, mais alors bien fort. Mais par contre, chez les femmes, il y en avait une grande partie qui partageait spontanément. Et la grande découverte, c'était de voir que leur striatum s'activait. Il y avait une libération de dopamine chimique, plaisir chimique de donner. Donc ce n'est pas juste du sacrifice idéologique, il y a un vrai plaisir qui peut apparaître chez beaucoup de personnes, surtout des femmes. Et on s'est rendu compte que c'est parce que souvent les petites filles, en fait, on les félicite quand elles se comportent de façon altruiste, et en les félicitant, en fait, on leur confère un statut social. Et ça, c'est un des grands stimulateurs ancestrales du striatum. Ça veut dire qu'on peut associer un plaisir lié au statut social avec des comportements altruistes. Simplement, il faut décider de le faire avec tout le monde, pas seulement avec les petites filles, et puis de le faire sérieusement, et peut-être qu'on aurait des générations d'altruistes qui prendraient plaisir à ça. Et puis enfin, je voudrais vous parler, pour terminer, de la vraie nourriture du cerveau, qui n'est peut-être ni la viande, ni le sexe, ni le confort, ni tout ça, mais le savoir. Et là encore, je parle en connaissance de cause. Il y a 4 ans maintenant, à l'Université de Californie, des travaux ont révélé que le simple fait de se poser des questions sur des énigmes, d'essayer d'apprendre des choses, de se cultiver, provoquait une libération de dopamine dans le striatum quand on prenait le temps
de développer cette curiosité et que ça avait même un impact favorable sur la mémoire. Donc si nous nous y prenions bien, nous pourrions créer des générations d'addicts au savoir avec un impact carbone zéro et beaucoup de bien-être. Je crois que ce serait l'étape finale pour se réconcilier avec notre cerveau. Ce cerveau qui a été notre meilleur allié, comme je l'ai dit, pendant très longtemps, qui aujourd'hui est devenu notre pire ennemi, mais dans lequel on pourrait de nouveau harmoniser l'immense pouvoir que nous confère notre cortex et l'immense réservoir de désir de notre striatum. Je vous remercie.